Bonsoir et merci d'être venu autour de Thomas Jorion. Je vous présente donc nos invités. Thomas Jorion vit à Paris, mais il est souvent aux quatre coins du monde, appelé par cette démarche de photographier ces paysages intemporels dont il va nous parler. C'est un photographe autodidacte qui a une formation de juriste et il est devenu photographe à part entière en 2009. Il réalise ses images en lumière naturelle à l'aide d'un appareil photographique analogique grand format. En 2013, les éditions La Martinière ont publié Silencio, un ouvrage qui regroupe plusieurs de ses séries. Palais oublié que nous verrons ce soir, L'autre Amérique, des photos réalisées aux États-Unis, Combini, des photos réalisées au Japon, La quête des soviets en Russie, donc que nous ne verrons pas ce soir, mais que vous pouvez voir dans cet ouvrage, qui a été publié aussi, enfin qui a connu un grand succès, qui a été publié aussi en Chine, au Japon. De 2013 à 2016, Thomas Jorion concentre son exploration photographique sur les anciennes colonies. Une nouvelle série, Vestiges d'Empire, a donné lieu à un second livre aux éditions Le Martinière, paru en 2016. Donc on verra ce soir des images extraites de cette série. Et depuis, Thomas Jorion a repris et développe la série de palais italiens que nous verrons également ce soir. Depuis 2010, il expose régulièrement ses photographies en France et à l'étranger. Il est représenté à Paris par la galerie Esther Wöderhoff et qui lui consacrera une exposition personnelle à la fin de cette année et également par la galerie Insula. À Berlin et Milan, il est représenté par la galerie Podbielski Contemporary. Ses photographies sont présentes dans les collections du musée Nicéphore-Niepce à Chalon-sur-Saône, qui lui avait consacré une exposition en 2015, et à la National Gallery of Victoria à Melbourne. Monique Sicard est historienne et philosophe de la photographie. Elle est chercheure au CNRS où elle dirige l'équipe de recherche Jeunesse des arts visuels à l'Institut des textes et des manuscrits modernes de l'École normale supérieure. Elle est par ailleurs collaboratrice de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie contemporaine à l'École des hautes études en sciences sociales. Ancienne élève de l'École normale supérieure, Monique Sicard a suivi un cheminement original. Après une formation initiale en sciences exactes, elle s'est rapprochée de la philosophie et de la littérature en transitant par l'épistémologie. Elle dirige aujourd'hui le séminaire photographie, avec un tiret entre photo et graphie, de l'École des hautes études en sciences sociales, où elle collabore avec des anthropologues. Elle est par ailleurs réalisatrice de films et commissaire d'exposition. Elle a notamment dirigé de 1986 à 1997 l'équipe de production cinématographique du CNRS pour l'écriture et la réalisation de films documentaires et de séries télévisées diffusées en France et à l'étranger. Dans ses recherches, elle aborde différents domaines scientifiques, la génétique des arts visuels, l'histoire et la philosophie de la photographie, et l'anthropologie de l'image. Monique Sicard a écrit de nombreux articles sur l'image et la photographie. Elle a écrit et dirigé des ouvrages et des revues, notamment sur la question des émergences et des genèses photographiques. Et parmi ces ouvrages, je citerai La fabrique du regard, paru chez Odile Jacob en 1998, qui est un ouvrage de référence. François Arago dans la collection Photopoche Histoire aux éditions Actes Sud en 2009. Photographie, numéro 40 de la revue Genesis, aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, et surtout le tout récent ouvrage La fabrique photographique des paysages, qui vient de paraître aux éditions Hermann, coécrit avec Aurèle Crasson et Gabriel Andriès. C'est cet ouvrage que vous pourrez consulter si vous le souhaitez après la soirée. C'est un ouvrage formidable qui est constitué entre autres d'entretiens avec combien 15 photographes 16 photographes. Et donc c'est à la fois un ouvrage scientifique sur la question du paysage, mais aussi sur la genèse. Comment se fabrique une photographie et avec ce fil conducteur qu'est le paysage. Marianne Jacobi est professeure d'histoire de l'art contemporain
à l'université Clermont-Auvergne. Elle est membre du Centre d'histoire, espace et culture, où elle est responsable, avec Ludovic Vialet, de l'axe processus des créations, usage et langage des arts. Elle est également chercheure associée à l'Institut des textes et manuscrits modernes. Elle dirige actuellement le département d'histoire de l'art et d'archéologie de l'université de Clermont-Auvergne et elle est membre titulaire du Conseil national des universités. Elle est spécialiste de l'histoire de l'art contemporain de la fin du 19e au 21e siècle, et en particulier des corpus Gauguin, Signac, Dubuffet, et de la question historique et théorique de l'intitulation artistique. Elle participe à plusieurs programmes de recherche internationaux, dont le projet DIGA, Données internationales de génétique artistique du CNRS. Ses recherches actuelles portent sur les relations entre art, littérature et édition. Dans ces domaines, elle a publié plusieurs ouvrages, notamment sur Jean Dubuffet et sur la question du titre des œuvres d'art. Je cite son dernier ouvrage, publié en 2017, Élaborer, transmettre, créer, essai pour une histoire de l'art diachronique et pluridisciplinaire, avec Fabienne Collaranou aux presses universitaires Blaise Pascal. Je donne la parole à Monique Sicard qui voulait nous exprimer son plaisir d'être ici. Et puis ensuite, Thomas nous embrayera avec ses images. En introduction, je citerai Denis Roche, qui est décédé maintenant, mais qui était l'un des rares écrivains photographes. Et Denis Roche nous disait l'invention la plus remarquable qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, je crois bien que c'est la photographie. Voilà. Et je voudrais remercier Aude Maté de nous avoir conviés, tous les trois, à être avec vous ce soir, et vous dire la joie que j'ai chaque fois à découvrir l'œuvre d'un artiste, parce qu'une œuvre, comme disent les anthropologues, c'est une forme de vie, c'est un fragment de vie. Nous ne nous limitons pas aux commentaires sur l'image achevée. Nous allons au-delà ou en deçà, hein, à la rencontre des auteurs photographes, à la rencontre des artistes. Et cette joie que j'ai eue à rencontrer Thomas Jorion, à connaître ses travaux, ses œuvres, voilà, je souhaiterais vous la faire partager ce soir, et je crois que Marianne est d'accord avec moi, donc nous allons faire tout notre possible pour vous offrir cet accès enchanté aux ruines de Thomas Jorion. Thomas, je vous laisse la parole. Merci Monique, merci à tous d'avoir bravé un peu le froid pour venir. Oui, je vous propose de commencer avec la série qui a fait l'objet donc de ce dernier ouvrage qui s'appelle Vestiges d'Empire. Ça va un peu nous réchauffer justement, puisque la plupart sont pris sous des climats tropicaux. Voilà, donc mon travail photographique s'articule autour de la ruine, de la trace de l'humain. Et avec cette série, je souhaitais donner une dimension historique plus générale, et puis aussi fouiller une histoire française dont on entend parler par bribes. Personnellement, je n'avais pas d'historique familial personnel avec ce sujet, et voilà, j'avais envie de réfléchir à ça. Et je m'étais dit que l'aborder en plus par le biais et de la photographie et de l'architecture était un point d'entrée intéressant, pas complètement neutre, puisque voilà, l'architecture c'est pas neutre puisqu'on bâtit ailleurs, mais voilà, ça permettait, je trouvais, de désamorcer un petit peu le sujet s'il y avait lieu. Oui, juste un petit complément pour dire que Thomas, ce n'est pas seulement la ruine qui vous intéresse, mais vous revisitez les ruines selon des thématiques. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça exactement. Ce soir, vous nous en présenterez 3. Absolument. Donc les vestiges de cet empire. Et ensuite, nous verrons la série Silencio, qui est là beaucoup plus dans l'abstraction. C'est quelque chose qui avait été un peu moins réfléchi pour moi, qui s'était un peu plus imposé. C'est-à-dire qu'à force de chercher, de fouiller, de me balader sur ces zones délaissées, ça avait fait remonter en moi des images, une atmosphère que j'avais découvert plus jeune, lorsque voilà, je m'étais beaucoup imprégné de films de science-fiction.
ça avait, je pense, quelque part créé en moi ces images, ou du moins un univers, et voilà, tout d'un coup je le redécouvrais par moi-même lors d'exploration. Et donc voilà, j'avais souhaité faire une série que j'avais appelée Silencio, parce que j'en parlerai peut-être quand on arrivera, voilà, pour expliquer un peu ce titre. Et on terminera donc avec la série des Palais italiens, qui est une série qui était un point d'entrée pour moi, puisque effectivement on était sur de belles ruines, mais je trouvais qu'il était intéressant de l'étoffer. Donc c'est quelque chose, voilà, sur lequel je continue à travailler maintenant, la suite de Vestiges d'Empire. Voilà. Écoutez, je vous propose à moins que vous vouliez dire quelque chose, et de passer aux images. Oui, exactement. Peut-être juste, on pourrait même commencer par celle-ci, juste ah oui, quelques mots. En fait, on la retrouve à l'intérieur, mais oui, c'est une image quand même qui est intéressante et qui fait la couverture d'ailleurs du livre, hein. Et si on l'a choisi comme couverture, c'est parce que je trouve qu'elle résume beaucoup de choses, et à la fois pour mon travail et à la fois pour cette série de Vestiges d'Empire. Aude l'a précisé en introduction, mais c'est vrai que je travaille avec une chambre photographique et des négatives couleurs. Donc c'est un processus et un procédé qui nécessite qu'on se pose. Quand on arrive dans un lieu, on réfléchit au cadre. Donc voilà, les photographies, ce qui explique que ces photographies soient toujours composées de façon réfléchie. Et elle illustre bien mon attirance pour les couleurs, ce qui est vraiment important pour moi. Dès le début, lorsque j'ai photographié des ruines, je trouvais intéressant de les orienter en direction de la couleur. Pour moi, c'était pas du tout faire remonter des choses qui voilà, étaient un peu déprimantes, comme parfois on a pu me dire quand il s'agissait de ruines. Parce que là, c'est quand même aussi la mise en abîme de la fenêtre ouverte sur et le monde. Oui, voilà, exactement. J'allais y venir, c'est aussi quelque chose moi, qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une série qui, pour moi, est encore un peu en maturation, et que je pense que j'ai pas terminé. Mais effectivement, cette mise en abîme de fenêtre dans l'image, de cadre dans le cadre, déjà, c'est important pour moi, la respiration dans une image. Ces fenêtres sont des échappatoires pour l'œil, pour justement... et oui, c'est vraiment voilà, ce jeu de fenêtres. Voilà. Donc la ruine, une fenêtre ouverte vers l'avenir. Oui, tout bâtiment est voué peut-être un peu négatif ce que je veux dire, mais peut-être c'est une ruine en devenir. Bref, mais oui, peut-être. Allez, je vous propose de commencer. Est-ce que ça marche? Voilà, Vestiges d'Empire. Hop, voilà. Je vais peut-être pas décrire image par image, mais en tous les cas, cet hôtel de la Marine à Diego Suarez, donc qui est au nord de Madagascar, et quand même, voilà, une image que j'avais découvert sur des blogs de touristes. Donc, pour parler un petit peu aussi de la genèse, de la préparation de ce projet. Évidemment, on peut pas partir. Enfin, si on peut, mais voilà. Après, tout est une question de temps et de moyens. Mais partir comme ça à Madagascar et espérer trouver des bâtiments sur place, ça prend du temps. Je le fais, mais j'aime préparer quand même un petit peu mes voyages. Donc, parmi les choses qui évidemment avaient attiré mon œil, il y a cet hôtel de la Marine qui s'est appelé aussi Hôtel de la Mine, qui est vraiment dans le style mauresque, qui est assez unique en son genre sur Madagascar. Voilà, qui était un bâtiment... Oui, tout à fait. Donc effectivement, Vestiges d'Empire, c'est bien de le préciser, je me suis concentré exclusivement sur les anciennes colonies françaises, parce que voilà, je trouvais important d'être sur un sujet un peu restreint. Si je partais sur toutes les colonies, ce serait sans fin, et puis ça permettait aussi de circonscrire à certains styles architecturaux et certains pays. Voilà. Donc là, on passe à l'intérieur de ce bâtiment qui est assez intéressant, et où justement on retrouve tout au fond cette mise en abîme avec une petite fenêtre au fond qui nous amène au bord de la mer. Voilà. On reste à Madagascar avec une architecture plus moderne. On a le cinéma Ritz qui est sur le côté, voilà. Et on a Majanga,
Donc là, ça fait partie des prises de vue que j'ai pu faire où, voilà, étant sur place, je quadrillais les villes en cherchant des bâtiments. Et voilà, ça, c'est des bâtiments que je n'avais pas forcément repérés avant, lors de mes préparations. Un autre exemple de hasard fortuit, de hasard provoqué, c'est cette maison. Voilà, donc en passant dans la rue avec mon guide, je repère une maison qui date de l'époque française, et voilà, et donc je demande gentiment à pouvoir rentrer, et comme souvent, voilà, on me fait visiter toutes les pièces, et elle est intéressante celle-ci parce que ce qui était nouveau pour moi, il y a la présence de l'humain, hein, ce qui est intéressant. Donc parfois ça peut paraître incongru par rapport à la perception qu'on a des ruines, mais on est sur des bâtiments qui sont parfois à un stade avancé de ruines, mais qui en réalité sont souvent toujours habités, puisque un toit reste un toit, et voilà, quand il fait chaud, pas trop froid, c'est déjà bien. Et il est arrivé des cas de figure comme celui-ci, où lorsque je préparais la prise de vue, la personne qui était là dans la maison tournait un peu autour, parce que quand même, je pense qu'elle finit par se dire, j'ai fait rentrer ce grand type là avec son appareil photo, il est en train de faire des photos chez moi, mais bon. Et voilà, et dans ce cas de figure, je trouvais que cette présence humaine fonctionnait, et puis permettait aussi de donner peut-être un côté plus contemporain à ces ruines. Donc vous entrez, vous installez votre chambre photographique, oui. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, oui, tout à fait. Vous effectuez les réglages, ce qui n'est pas rien non plus, ce qui prend du temps. Absolument, oui, tout à fait. Il y a une technique à connaître et dont on finit par s'affranchir, mais qui est importante. Peut-être le plus gênant dans ce genre de situation, c'est pas le vignettage, mais la faiblesse de luminosité en fait des optiques. On sent comme il n'y a pas du tout de, enfin c'est vraiment une chambre photographique, c'est cette caméra obscura, c'est-à-dire qu'il y a vraiment juste l'optique et puis derrière le verre de visée qu'on remplace après par un film qui va recevoir la lumière et donc imprimer le négatif. Et ces optiques sont extrêmement sombres, donc ça nécessite vraiment de connaître un peu son matériel et de bien préparer la vue. Et voilà. Puisque là, toutes les photos que je peux faire et toutes les photos que vous allez voir sont en lumière naturelle. Donc voilà, ça nécessite, dans ce cas de figure, quelques secondes de prise de vue, mais parfois c'est plusieurs minutes. Voilà. Donc là, on change de pays, on arrive en Guyane française, et on est à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est un des lieux où s'est effectuée la déportation des prisonniers. Donc c'est un ancien dispensaire. Voilà, donc vraiment typique de l'architecture qu'on peut retrouver dans les Caraïbes. On est passé, donc on est toujours en Guyane, mais là on est sur les îles du Salut, où tout sur l'une d'elles était le connu bagne de Saint-Joseph, qu'on appelle parfois bagne de Cayenne. Voilà, pour parler du célèbre prisonnier papillon qui a permis d'illustrer ce lieu. C'est un lieu extrêmement fort, évidemment, c'est inutile de le préciser, mais par la charge historique et également par ce qu'il est devenu. C'est un peu le temple d'Angkor. Les arbres poussent sur les murs, au milieu des couloirs, comme on peut le voir sur cette photo. Et puis il y a ces racines qui courent au sol, puisqu'en fait les sols sont pas riches du tout, donc les racines restent en surface et ont tendance plutôt à courir, à s'éloigner, donc c'est assez... Oui, c'est un lieu qui a fonctionné très longtemps, je crois. Oui, très longtemps. Les derniers prisonniers sont revenus au début des années 1950. Oui, c'est ça exactement. Il me semble que certains n'avaient plus d'attache avec le continent, on souhaitait rester sur place. Et oui, c'est un peu un lieu avec un paradoxe, c'est-à-dire que c'est presque si on laisse de côté ces bâtiments, aujourd'hui c'est presque une carte postale touristique quand on est sur les bords de l'île. On a des palmiers, des cocotiers qui sont qui plongent dans un océan bleu.
on a peine à comprendre voilà, la douleur de ce lieu qui était un lieu de concentration, clairement. Voilà. Oui, Thomas, vous aimez beaucoup les symétries? Oui, j'aime bien les symétries. Justement, je lutte beaucoup pour les casser et essayer de trouver d'autres points de vue. Mais ce n'est pas un défaut et ce n'était pas une critique de ma part. Je l'ai pas pris comme tel. Une remarque. Une remarque. Je pense que quand on photographie de l'architecture et on le fait avec une chambre photographique, ça s'impose un peu quand même. Oui, voilà. On en reparlera. Ouais. Alors, moi, je voulais dire aussi, parce qu'avec cette photographie et aussi une prise de position politique, enfin, me semble-t-il, là, vraiment à l'heure des études postcoloniales, quand on voit ce genre d'image, on est vraiment frappé. Et je l'étais d'autant plus que dans le domaine de l'histoire de l'art contemporain, il y a un certain nombre de travaux depuis une dizaine d'années qui sont menés sur la question des ruines, soit dans une dimension universelle, je pense aux travaux menés par Alain Schnapp et Pierre Watt. Il y a aussi des travaux sur la question de la mémoire de la guerre, les ruines comme document, la première et la deuxième guerre, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de travaux et de réflexions universitaires sur ce genre d'événements et sur les traces qu'il en reste et que vous nous restituez là. Oui. Donc voilà, j'étais d'autant plus j'apprécie encore plus touchée et marquée par ces photographies. Enfin, je ne sais pas, Monique, ce que tu... Oui, je voudrais juste dire quand même que nous avons organisé au moins une année de rencontres autour de la ruine à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, oui. dont une journée avec Gabrielle, toutes les deux, Gabrielle Andriès-Roussel et moi-même, sur la photographie et ruine, justement, sur la manière dont l'une et l'autre s'interrogent. Et que ces travaux, malheureusement, n'ont pas été publiés, mais ils ont existé. Voilà, nous restons à ta disposition, Marianne, pour t'en parler. Donc, mille excuses, il faut Non, mais ça n'était d'ailleurs qu'une introduction. Le sujet est énorme. Les travaux très très récents qui ont eu lieu cette année, l'année dernière, enfin, voilà, sur l'actualité de la ruine dans le domaine de l'histoire de l'art contemporain. Oui, mais ce sont les guerres aussi qui appellent la photographie de la ruine. Ce qui n'est pas dans le sillon, propos, oui, ce qui n'est pas votre propos. Voilà. Oui, tout à fait. Parce que vraiment... les ruines de Beyrouth, tout ça ont été beaucoup photographiées. Sophie Rist-Lubert a photographié le Koweït, etc. Mais ça, c'est autre chose. C'est tout à Et fait l'intérêt autre chose, de Thomas Jorion, c'est que c'est une autre réflexion sur les ruines, d'autres parcours, d'autres trajectoires. Oui. Qui sont originales. Voilà. Et oui, tout à fait. Oui, sur aussi le rapport à la question politique, indépendamment de la guerre. Là, c'est quand même aussi ce que vous montrez. Effectivement, c'est ce que je disais peut-être un peu rapidement en introduction, c'est qu'évidemment, j'avais conscience que je ne photographiais pas des ruines neutres, c'est-à-dire que ces ruines, justement, quand on bâtit sur un territoire autre que son propre territoire, on sait que, en général, quand on construit, c'est qu'on construit pour durer. Donc, ça veut dire qu'on ne se projette pas du tout dans une autre perspective. Et on sait également que c'est quelque chose qui va rester. On peut toujours détruire les bâtiments, mais voilà, il y a eu tellement de choses construites. Forcément, c'est pas anodin. Quelque part, on peut parler de cicatrices. Je pense surtout lorsque voilà, elle est parfois en forme de ruine, ça peut être perçu comme une cicatrice. Ouais, je pense que c'est le cas. Bon, je propose d'avancer un petit peu. Avec quelque chose justement, voilà, pour le coup un peu plus vivant, qui était et puis elle est intéressante cette image parce que finalement c'est une forme de cycle de vie et de mort de bâtiments. Il s'agit des abattoirs à Casablanca. Donc j'y suis allé un petit peu comme ça, sachant pas si je pourrais rentrer, et puis donc j'ai pu rentrer. Et ce qui est intéressant, c'est que ces abattoirs qui ont arrêté de fonctionner, je n'ai pas la date en tête, peut-être dans les années 70-80 pour construction d'abattoirs plus modernes. Une partie de ces abattoirs servent aujourd'hui de fourrière municipale, et ce qui explique la présence d'un cheval. Et je trouve que c'est une espèce de... voilà, un petit peu de retour un peu ironique des choses avec le retour des animaux
pour une fois, enfin, que là on laisse en paix dans ces abattoirs. Alors ici, on est à Shanghai. Shanghai, il y a eu une toute petite concession française. J'ai cherché, non pas l'exhaustivité lorsque j'ai abordé ce sujet, mais au moins j'ai cherché à avoir quand même une espèce de typologie de bâtiments. Et il était intéressant d'aller à Shanghai justement pour arriver sur des bâtiments construits. Et celui-ci paraît très très haut. En réalité, c'est juste... voilà le jeu de la perspective, puisqu'il n'y a pas d'étage au-dessus et puis en dessous c'est le rez-de-chaussée. Et parce qu'on se dit c'est surprenant un bâtiment aussi grand, mais justement c'était un bâtiment qui pour l'époque était assez moderne, et de par sa hauteur et puis par ce jeu de coursives extérieures. L'occupation française là est ancienne. Oui, elle est exactement du début Elle s'est terminée au début du 19e siècle. Ouais, ouais. Et ces bâtiments datent de quand? Est-ce que vous le savez? Oui, je l'avais noté parce que j'ai une mémoire des chiffres parfois. 1924 pour celui-ci. Ah oui. Voilà, effectivement, il fait beaucoup plus. Postérieur alors à la constitution de cette petite communauté française. Postérieur, il en résulte 1924. Oui, 1924, oui, tout à fait. Donc 24, on est encore dedans. On est encore dedans, oui, tout à fait. On n'a pas entendu qui a fait la... Ce que je voulais dire, c'est que ça s'arrête avec l'invasion japonaise. Donc en 35. Je pensais à 39, mais justement, c'est pour ça que je préfère. Parfait. Et est-ce que je peux me permettre de poser une question sur la cartographie générale donc de ces lieux? Est-ce que vous allez dans tel endroit, tel pays? Est-ce qu'il y a un ordre? Enfin là, par exemple, on est passé de Madagascar alors, à Shanghai, en passant. Enfin voilà. Alors, est-ce que ça correspond à votre manière de travailler ou pas du tout? Ou est-ce que c'est en fonction d'autres occasions, opportunités? Ou est-ce que vous avez une vision globale des différents lieux où vous êtes allé? Enfin, comment ça s'est passé ça? Comment en fait, j'ai choisi justement 12 destinations. Je ne les avais pas forcément déterminées au préalable en me disant voilà, comme quelque chose d'acquis. Ça s'est construit un petit peu au fur et à mesure, mais mon idée était d'avoir une typologie de bâtiments assez large et voilà, et de ne pas partir dans l'exhaustivité totale des pays qui avaient pu connaître une présence française. Je pense par exemple à l'Afrique noire où certes, j'aurais pu trouver quelques bâtiments uniques. Par exemple, je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire, mais les repérages que j'avais pu faire me montraient des bâtiments que j'avais trouvé au Sénégal qui était vraiment très très proche. Il y a peut-être un bâtiment qui était unique, mais voilà, pour moi faire ce voyage juste pour ce bâtiment était un espèce de rapport temps un peu compliqué. Donc justement, j'ai plutôt essayé de visiter au moins 2-3 pays par continent ou par zone géographique pour voilà, rechercher quand même le spectre le plus large. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est comment c'est articulé le choix de la temporalité, de commencer par tel lieu. Enfin, vous voyez le rapport entre l'espace et le temps dans votre manière de travailler. Est-ce que c'était un peu un hasard ou est-ce qu'il y avait déjà un scénario et enfin, voilà, vous aviez décidé... Vous avez un rythme aussi de travail en me disant je vais visiter tous les 2 mois un nouveau pays En fait, non. Moi, je suis un peu obsessif quoi, dans les projets. Donc, effectivement, quand j'ai quelque chose comme ça en tête qui vraiment m'obsède, ce projet, je l'ai fait en 2 ans et demi, puisqu'il y a eu encore 6 mois pour préparer la maquette. Donc, sur 2 ans et demi, je suis allé dans 12 destinations, ce qui est pas mal, surtout quand on va un petit peu loin, qu'il faut préparer, qu'il faut rentrer à Paris, traiter les négatifs, faire l'editing, puis traiter sur les images. Donc c'est quand même des séquences finalement assez rapides. J'ai pas cherché je dirais organiser les voyages en eux-mêmes. C'est plutôt le choix des saisons en réalité, c'est-à-dire éviter une saison des pluies en Inde, aller plutôt en hiver en Afrique ou au Maghreb. Non pas que j'ai peur d'avoir trop chaud ou ce genre de choses, mais j'aime bien photographier des extérieurs au petit matin et lorsqu'il y a un petit peu de nuages dans le ciel, voilà, c'est plus pour des considérations photographiques
plus technique que voilà, historique. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes dans votre travail quand vous photographiez les bâtiments français de Shanghai? Oui, pas trop. Par exemple, vous gardez beaucoup d'images Ouais, de mémoire, je suis à peu près à 2 sur 10, ou 1 sur 5 finalement. Voilà, oui, quand je conserve une image pour 5 réalisées, dans le cadre de cet ouvrage, hein, puisque j'avais compté, j'ai à peu près réalisé 2000 plans films et on est à 180 images, donc quasiment 200 pour cet ouvrage. Vous travaillez avec des planches contact, avec des petits tirages Comment ça se passe? Non, là-dessus, en fait, je numérise mes négatifs. Directement sur place? Non, en fait, je fais toutes mes prises de vue et je repars avec mon lot de négatifs exposés, ce qui cause toujours un peu de stress sur la fin du séjour où on a tout d'un coup beaucoup de négatifs et je dors dessus. Et ouais, c'est toujours un peu stressant. Bref, ça c'est la cuisine. Et donc oui, donc arrivé à Paris, voilà, les mains tremblantes, je donne mes négatifs au laborantin qui les développe, je les récupère et là je les numérise un petit peu comme ça en basse définition pour me rendre compte un peu de l'image et on sait assez rapidement ce qui fonctionne pas. Là, vous êtes heureusement surpris ou déçu? D'abord toujours déçu. Ouais, toujours déçu. J'ai besoin de les laisser un peu reposer pour après y revenir. Ouais, je suis plutôt ce photographe-là déçu, puis après, finalement content. Bon, ça n'allait pas si mal. Donc, juste en poursuivant sur la chambre, oui, là. Oui, donc parlez-nous un peu du format qui convient particulièrement bien à, oui, enfin, à ce après, travail. je ne sais ça, pas si format. convient. En tous les cas, c'est l'outil qui convient le mieux à mes mains. C'est un l'outil petit qui peu... vous donne le format. Voilà, ces exactement. photos sont très peu recadrées. Oui, quasiment. Je recadre vraiment très rarement. Donc on est sur un format qui est exprimé en inch, qui est 4 par 5 inches, qui grosso modo fait 10 par 12 cm. Moi, c'est vraiment le format qui est pour moi un peu... qui est optimal, c'est-à-dire que on est un peu sur un espèce de 4 tiers. Hein, lorsque à une époque j'ai photographié avec un 24-36, il me manquait toujours quelque chose en haut et en bas. J'avais vraiment le sentiment que les jambes étaient coupées dans l'image. Et là, c'est vraiment mon équilibre, mon nombre d'or, je dirais, pour la forme et le cadre de cette image. Et la chambre vous permet de redresser les verticales Oui, exactement. C'est vrai que chambre et architecture, c'est quand même des choses qui sont liées, qui ont du sens. On peut évidemment faire du portrait avec de la chambre, mais ça prend vraiment encore plus son sens, je trouve, pour le thème de l'architecture. C'est une objectivation de la chose que vous regardez ou le fait d'utiliser la chambre, oui, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Peut-être préciser un peu ce que vous voulez dire par... c'est un point de vue, le point de vue de la machine, de l'appareil, qui s'éloigne quand même d'un point de vue humain, qui s'éloigne d'un tracé qui rapprocherait les verticales, qui introduirait peut-être plus de mouvement ou du flou, ou plus de personnages. Ah oui, peut-être, vous voulez dire dans le sens où... oui, on est dans une espèce de forme de reprographie de la réalité qui est quand même très proche de la réalité. C'est ce que vous entendez par objectivité, oui. Je pense comprendre. Oui, c'est un peu quelque part aussi chirurgical. C'est vrai que je suis assez intéressé par des images qui sont nettes sur tous les plans. Je ne joue pas du tout sur des effets de flou qui pourraient mettre en avant tel ou tel point dans l'image. Donc oui, c'est pour moi, c'est important. C'est j'allais dire une photographie du lieu. Mais bon, voilà, oui, exactement, c'est ça. Je vais peut-être avancer d'image parce que du coup, comme ça permet de voir d'autres images.
avec de la couleur et du personnage. Voilà, encore une fois, un cas de figure où, voilà, me baladant dans la rue, je repère un bâtiment qui était intéressant. Là, on est à Saint-Louis du Sénégal, donc au Sénégal. Et voilà, on est dans un cas de figure où ce propriétaire voilà, tournait un peu autour de moi et voilà, ça est mis dans la lumière. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un peu comme tout à l'heure, on avait aussi quelqu'un qui figurait sur l'image. On est dans le cas de vestiges d'empire, mais en même temps, il y a une actualité de personnes qui sont plus, qui font, voilà, c'est plus un empire colonial. Vestiges, donc il y a différentes temporalités. Là, il y a un effet d'anachronisme très fort qui surgit, me semble-t-il. Oui, ça me paraissait intéressant. Pour moi, c'est une réappropriation justement de ces lieux, de ces ruines et. Ouais, je pense que ça témoigne de ça. Oui, pour moi, c'est intéressant à ce niveau-là. Là, c'est la gare de Kell, qui est sur l'ancienne ligne de voie de chemin de fer qui reliait donc Dakar à Saint-Louis du Sénégal. Donc là, on a des gares voilà, qui ont été construites vers 1890 et qui sont arrivées en kit, en fait, depuis la métropole, mais qui reprennent un peu ce style de métal et puis de briques tuiles. Donc il y a un côté un peu Far West aussi, je trouve, sur cette image un peu amusante. Donc là, on est toujours à Saint-Louis du Sénégal. Lorsqu'on est au Sénégal, on est forcément confronté à la question de la traite humaine. Et c'est pareil, évidemment, c'est un sujet qu'on aborde forcément avec réflexion et voilà, avec de façon très humble. Hein. Donc j'ai pas voulu trop aller non plus dans cette direction-là. Mais c'était important pour moi malgré tout de montrer des lieux qui étaient des lieux qui avaient quand même connu cette époque-là. Donc là, on est sur une maison de commerce qui justement a abrité une partie en son sous-sol où des humains étaient retenus. Donc voilà. Et cette couleur rouge, je trouve justement peut-être une forme de mémoire, de témoignage aussi, je trouve. Dramatise un peu encore le lieu. La photo est magnifique, mais comme les autres, aussi avec les reflets là, dans le noir sur la droite de l'image. Oui, ça c'est voilà, c'est aussi l'intérêt de travailler enfin, c'est un peu technique, mais l'avantage de la chambre photographique, c'est que on arrive avec une seule vue à capter des très hautes lumières comme le centre et le fond de l'image, et puis des très basses lumières comme celui à droite. C'est aussi un des attraits que j'ai à rester à travailler avec des négatifs et puis voilà, à m'enquiquiner avec tout ça. Ça c'est une rencontre rigolote parce que là on est sur l'île de Gorée, donc qui est au large de Dakar. C'est pareil, qui était un point de départ pour les bateaux. Et on est à l'intérieur d'une tourelle de défense qui avait été construite pour défendre l'île. Et encore une fois, on est sur une réutilisation d'un lieu qui était un lieu en plus militaire et qui aujourd'hui voilà, sert de lieu à une espèce de plusieurs rastas un petit peu là qui voulaient ouvrir un salon de thé. Et c'était très chouette de faire des photos tout en discutant avec ce monsieur là. C'était une chouette rencontre. Une palette de couleurs. Oui aussi, voilà. Ouais. Et c'est intéressant d'avoir justement la confrontation de plusieurs univers et encore une fois cette réappropriation. Et puis c'est chouette, ces puits de lumière. Voilà, quand on arrive là, qu'on découvre ce lieu, il y a quelque chose, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Alors là, on est passé en Algérie, on est à Alger. Donc là aussi, l'Algérie, c'est pas rien. Il y a quand même eu 160 ans de présence française. Donc on comprend un petit peu sur cette image, justement, où on a la juxtaposition d'un grand nombre de styles architecturaux.
Je ne suis pas assez expert pour vous donner chacun, mais en tous les cas, on devine un bâtiment, enfin plusieurs bâtiments de différentes époques, et puis on termine par Aérohabitat, qui est le bâtiment moderne, un peu type années 50, au fond, un peu dans la veine de Pouillon. Donc voilà, c'est chouette, c'est un point de vue intéressant quand on monte sur Alger. Justement, la photo d'après, qui est cette photo-ci, qui est la cathédrale du Sacré-Cœur à Alger, qui est très futuriste dans le style. On pourrait très bien être à l'intérieur d'un refroidisseur d'une centrale nucléaire. Oui, tout à fait. On est vraiment là-dedans. D'extérieur, elle reprend un peu la même forme, et ça m'avait surpris, donc j'avais été un peu chercher quelle avait été l'idée de l'architecte, et voilà, il y avait un souhait de construire ce bâtiment un peu comme une tente, comme une grande tente pour accueillir les fidèles. Voilà, et en plus c'est un lieu qui n'est pas trop connu, donc c'était chouette de le photographier. Là, on est à Oran, et voilà, c'est pareil, un des vestiges des cinémas qui ont pu être construits. Beaucoup ont fermé, évidemment, la faute à la vidéo, mais certains lieux, pas à Oran, mais à Alger, certains lieux de projection de cinéma existent toujours et ont été transformés en lieux de projection vidéo. Enfin, ça reste assez rare. Voilà, on arrive sur la photo. Donc là, on est au Cambodge, cette photo dont on parlait au début, qui est un peu au carrefour, un peu de tout, tout ce que j'aime mettre dans une image, ou tout ce qui vraiment me plaît, à la fois sur le plan pictural et puis sur l'esprit. Quand vous réalisez ces photographies, vous avez pour objectif de publier un livre ou de réaliser des expositions ? J'ai toujours ça un petit peu à l'esprit. Là, par exemple, pour la réalisation de ce livre, ayant déjà fait un premier livre avec l'éditeur, forcément, ça donne un point d'accès privilégié pour lui présenter son travail. Donc, une fois que j'ai eu fait 2 ou 3 voyages, je l'ai rencontré, je lui ai présenté ce travail en lui expliquant un petit peu le projet, et puis en présentant des images. Et voilà, l'éditeur était enthousiaste sur ce sujet, donc forcément c'est intéressant et ça conforte pour continuer. Donc vous pensez livre, ce qui est important. Oui, en tous les cas, voilà, ce qui est sûr, et effectivement, je pense livre maintenant sur tous les projets d'importance sur lesquels je peux travailler. Ouais. C'est important à plein niveau, à la fois pour la forme, parce que ça impose justement un concentré d'images, une unité, une homogénéité. Et puis une fois que le livre est réalisé, c'est ce qui est formidable, c'est de pouvoir le diffuser. Une exposition, ça dure 1 mois, 2 mois, 6 mois si on est dans un musée éventuellement. Mais c'est quelque chose qui disparaît, justement, alors qu'un livre, voilà, c'est une trace, ça se transmet aussi, ça se prête, ça s'offre. Voilà. Il y a des photos d'exposition, on peut en faire des livres, des catalogues d'exposition. Non, mais ce qui me semblait intéressant dans la distinction que suggérait Monique, c'est que le rapport à la sérialité n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que dans un livre, on feuillette et il y a un ordre. Quand on fait une exposition, le rapport à l'espace n'est pas du tout le même entre les photographies. Enfin, c'est pas la même chose, me semble-t-il, oui, dans absolument. la conception même du projet. Oui, on réfléchit évidemment à un rythme, à une construction, et elle est figée. C'est vrai que dans le cas d'une exposition, c'est plus comme on se déplace dans l'espace et dans le lieu d'exposition, on peut choisir soi-même sa propre scénographie quelque part. Et enfin, du moins. Je voudrais poser une question que n'a pas posée Marianne, qui est spécialiste des titres. J'attendais notre série, mais vas-y. La question, c'est est-ce qu'il y a des légendes à ces images dans les livres? Oui, tout à fait, il y a des légendes. Et quel type de légendes? Et comment sont-elles présentes?
Alors, elles sont présentes de façon très discrète, justement, donc sur une police très légère, parce que malgré tout, je souhaite laisser une part importante, une place importante à l'image. Pour moi, je suis photographe, je suis pas historien, même si je tiens à apporter des informations historiques quand j'ai pu les trouver sur ces bâtiments. Donc voilà, dans la phase de déroulé des images, on a une petite légende qui explique quel est le type de bâtiment qu'on regarde, où est-ce qu'on est dans l'espace, et aussi à quelle année a été construit ce bâtiment quand j'ai pu retrouver cette information. Voilà. Mais ce soir, c'est moi qui vous donne les légendes. Donc, mais sinon, il y en a dans le livre. Voilà. Parce qu'il y a, me semble-t-il, de ce que j'ai pu comprendre, deux grands types de titres, c'est-à-dire des titres qui restent très neutres, descriptifs et très proches du réel, et il y en a d'autres qui sont des créations, oui. Qui sont des titres inventés, travaillés, élaborés, avec des systèmes de mots valises, enfin pas sur cette série-là, mais... Vous pensez du coup à Silencio? Oui. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est vraiment une manière différente de titrer et un rapport à l'intitulation et aux mots. Si on considère que le titre est la première, est une des lectures qu'on donne, que l'artiste, que le photographe donne à voir, on n'est pas du tout sur les mêmes registres. Oui, tout à fait. Mais c'est un point d'entrée effectivement important et oui, évidemment, c'est un titre est censé peut-être, ou du moins je pense, résumer une série. En tous les cas, on devrait pouvoir le faire. Et du coup, voilà, à différents degrés, plus ou moins mystérieux ou plus ou moins concrets. Ouais. Ce qui est clair, c'est que les titres, les légendes sont indiquées de manière tellement discrète qu'elles ne souhaitent pas s'imposer en premier lieu. Oui, en tous les cas, oui, tout à fait. Vous avez pour accordé le la livre, priorité tout à fait. vraiment à Exactement, pour la l'image. priorité, c'était l'image, oui, tout à fait. Ça, c'est très net. Mais elles sont quand même en présence de l'image. Elles ne sont pas présence. reléguées en fin d'ouvrage. Non. Non, mais ça, c'est des choix personnels quand on a l'habitude de feuilleter des livres photos. Voilà, parfois, on est enquiquiné d'aller chercher au fond, donc du coup, on préfère ça. Mais c'est purement personnel. Toujours au Cambodge. C'est l'hôtel, c'est un ancien hôtel palace, voilà, qui a été rénové, si on peut dire, en tous les cas, qui a été nettoyé, un peu recimenté, donc ce qui donne un aspect un peu surprenant, mais qui n'est pas inintéressant, justement. Je trouve qu'on est sur une image extrêmement pure, presque en deux couleurs. Et je trouvais ça assez intéressant, cette image, justement, après avoir joué tellement sur les couleurs. C'est une bonne respiration, je trouve. Voilà, on reste en Asie du Sud-Est, et là, on est au Vietnam. C'est une image assez forte, je trouve, ce bord de mer, et puis cette église qui fait face à l'océan. C'est quelque chose d'assez fort et qui, en plus, malgré moi, est un peu aussi une forme de présentation de cette montée des eaux dont on entend beaucoup parler et que, quand on est parisien, on constate pas vraiment, à part évidemment en ce moment, évidemment. Mais en fait, j'avais trouvé des photos historiques de cette église avant d'aller la photographier. Et sur ces photos historiques, on ne se rendait même pas compte qu'elle était au bord de la mer. Il y avait des bâtiments tout autour, un mur d'enceinte, et voilà. Et là, il y a eu une espèce de remblai qui a été fait pour protéger ce qui reste de cette église de la mer. Mais bon, je pense que elle sera plus là très longtemps. Elle semble résister fièrement, quoi qu'il en soit. Elle résiste fièrement. Oui. C'est une image assez intéressante. Et est-ce que j'ose demander ce que c'est que la tache bleue au premier plan à droite? Oui. Ce sont des filets de pêche, puisqu'en fait, on devine au-dessus de cette tache bleue des petits piquets, et c'est une zone en fait où des pêcheurs se réunissent, posent leur bateau, et puis donc c'est un filet de pêche qui est bleu. Et donc il n'y a aucune réutilisation du bâtiment, enfin c'est vraiment... Non, là, ce bâtiment n'est pas réutilisé. Non, je pense il serait périlleux aussi d'y mener des offices.
bon, surtout pas grand vent. Non, pour l'instant, non, il est plus utilisé celui-ci. Peut-être pour abriter, oui, ici quand il pleut, on peut se mettre sous la tour. Mais non, c'est plus. Celui-ci n'est pas réutilisé en tant que tel. Une ruine qui annonce d'autres drames à venir. Oui, celle-ci, ouais, elle a un peu cette. Ouais, je trouve. Ouais. Elle a un peu cette image-là. Toujours au Vietnam, là on est à Sa Đéc, donc dans le delta du Mékong. Forcément, on pense à Marguerite Duras. Et je trouve intéressant d'avoir pu trouver, pareil, en baladant dans la rue, des maisons qui illustraient un peu cette époque. Il y a eu beaucoup de films de faits, donc forcément on a tous un peu des images de ce qu'a pu être cette zone quand elle a été fréquentée par les Français. Et encore une fois, c'est toujours un plaisir quand on est photographe et qu'on arrive dans une maison comme celle-ci, où on a cette lumière qui traverse... comme ça, qui descend un peu de cette cage d'escalier, et puis que rien n'a été touché, les carreaux-ciments sont là, la peinture semble ne pas avoir été rénovée. C'est une chouette... Une maison où il y a des photographies. Et une maison où il y a des photographies, et oui, tout à fait, parce qu'effectivement, il y a ce culte de l'ancêtre chez les Vietnamiens, donc c'est... voilà, on garde les photos des ancêtres avec soi. Encore une autre maison de Sa Đéc, voilà, qui est pour le coup beaucoup plus réutilisée. Mais j'aimais beaucoup ce jeu avec cette moustiquaire, et puis on a des frises au plafond. Et là, pour le coup, les murs sont vraiment jaunis. Je pense qu'ils étaient quand même un peu plus clairs à une époque. Donc c'est voilà, encore une belle trouvaille quand on cherche ce type d'univers. Là, on est au nord de Hanoï, toujours au Vietnam, et voilà encore une église délaissée. C'est aussi une belle rencontre photographique quand la météo, en plus, accorde comme ça généreusement un petit peu de brume pour donner quelque chose de mystérieux qui aurait pu très bien avoir sa place dans une série comme Silencio, où je recherche un peu le mystère et la perte de repères. Voilà, une dernière villa au Vietnam. Celle-ci était vraiment complètement entourée par l'eau. On ne le voit pas trop, mais elle était couverte à l'extérieur de plantes grimpantes qui couraient le long des murs. C'était intéressant. C'est presque un palais italien, justement. Il y a toujours des connexions parfois comme ça entre les images. Haïti, avec le fort des Oliviers. Donc voilà, je disais, on passe un peu comme ça d'un continent à un autre, mais bon, voilà, on a aussi des impératifs de temps et voilà, je cherchais quand même à avoir beaucoup de typologie. Haïti, historiquement, c'est des colonies assez anciennes. Donc le fort des Oliviers, j'avais cherché après. C'est quelque chose qui a été bâti vers 1754, donc c'est vraiment quelque chose de très ancien, qui a pareil été très peu remanié. Il n'y a pas beaucoup de tourisme en Haïti, donc bon, il n'y a pas forcément nécessité parfois de faire venir des gens. Et puis il y a eu d'autres lieux voilà, qui ont une histoire plus forte pour le pays. Donc voilà. Haïti, voilà un peu. On retrouve le style caribe dans cette rue. On passe en Inde avec un comptoir, parce qu'il y a eu une présence française aussi en Inde, il y avait 5 comptoirs, dont Chandernagore, là, dont j'ai fait la photo, où j'ai trouvé beaucoup plus de choses que Pondichéry, où je suis également allé, mais Pondichéry est extrêmement touristique, donc beaucoup de choses ont été remaniées. Et je tenais quand même j'en ai pas parlé, mais à avoir quand même une touche, un peu de patine par le temps. C'est une voie que j'ai un tout petit peu explorée au début en photographiant des bâtiments qui avaient été rénovés, mais je ne retrouvais pas l'univers que j'aime apporter. Voilà, c'est cette patine du temps, cette peinture un peu écaillée. Est-ce que vous fuyez les lieux touristiques ? Oui. Oui, justement, ouais, ça me voilà. Et à titre personnel, souvent, enfin quoique.
Mais voilà, et, oui, effectivement, je préfère effectivement ce type d'univers. Pourquoi ne pas être allé en Inde en période de mousson? Pourquoi fuir la mousson? Pourquoi fuir la mousson? J'ai rien contre la mousson, c'est juste que voilà, la chambre, en fait, elle aime pas trop la pluie. C'est un peu compliqué. Ou alors il faudrait que j'ai un assistant avec un parapluie. C'était l'époque coloniale. Oui, oui, voilà, exactement. Non, j'aime bien travailler seul. Parfois, j'ai quelqu'un qui m'assiste, quelqu'un que j'ai pris sur place pour la barrière de la langue, mais Fixeur. Un fixeur, ouais, exactement. Souvent, dans chaque pays. Oui, dans chaque pays, oui. Ouais. Voilà, et donc oui, là, on est à Chandernagor. Voilà, et là on est toujours à Chandernagor, c'est un ancien tribunal de première instance ou tribunal d'instance. On est au premier étage, on n'est pas au rez-de-chaussée. C'est impressionnant cette végétation qui traverse vraiment de part en part le bâtiment, et quand on est à l'extérieur, voilà, les arbres s'ouvrent sur le toit. Et j'aime beaucoup aussi ce type d'univers parce que ça donne quelque chose de vraiment organique aux photos. Et voilà, encore une forme de réappropriation qui peut être celle de la nature, à défaut de celle des hommes. Vous aimez les bleus? J'aime les bleus, oui. Ça, vous avez... Oui, oui. Oui, j'aime bien. Après, voilà, c'est pas moi qui est pas en bleu non plus, mais oui, c'est vrai. Peut-être qu'inconsciemment, lors de l'editing et du choix des lieux aussi que je photographie, c'est vrai que j'aime bien ce bleu. Ouais. Voilà, ma passion, mon tropisme pour les bâtiments recouverts par les arbres. On a rebasculé vers les Caraïbes puisqu'on est en Guadeloupe avec une prison qui est à Petit Canal. Voilà, on devine plus grand-chose hein, puisqu'il y a ces fameux figuiers maudits, comme on les appelle là-bas, qui a élu domicile sur cette prison. Voilà, donc c'est intéressant de... Toujours le cadre dans le cadre. Et toujours le cadre dans le cadre. La fenêtre ouverte sur le monde. Oui, exactement. Ouais. Et la prison abandonnée. Et la prison abandonnée. Et c'était la dernière. Voilà. Non, pas tout à fait. Merci pour les applaudissements. Ouais, c'est la dernière de la série, donc nous poursuivons. En fait, il y a 3 séries ce soir. Oui, c'était la plus longue, rassurez-vous. Mais maintenant, nous allons voir Silencio. Oui, absolument. Donc, Silencio, qui est une série qui est antérieure à celle que l'on vient de voir, mais qui est intéressante parce que, j'en parle en préambule, quitte à me répéter un peu pour replacer le contexte, fait partie de ces lieux qui, en plus de ce temps arrêté, étaient intéressants par l'aspect spatial, où on pouvait être perdu. Voilà, visitant des lieux abandonnés, forcément parfois je pousse des portes de lieux dont on n'a pas l'habitude de visiter, qui justement sont un peu moins connus et donc permettent d'avoir des univers un peu futuristes, un peu fantasmatiques. Et le titre de Silencio vient du fait que, voilà, étant amateur des films de David Lynch, j'avais aimé cette scène dans Mulholland Drive où les 2 héroïnes du film vont dans un club qui s'appelle Silencio, et en introduction, la personne qui présente la soirée voilà, parle de scènes, de choses qui ne sont qu'illusions, et je voulais un peu faire référence à cette forme d'illusion où parfois on peut être trompé sur ce qu'on croit regarder. Tout n'est qu'illusion, c'est ça. Voilà, tout n'est qu'illusion, exactement, c'est ce qui est dit. Voilà, je vous propose de commencer cette projection. Donc du coup, je vais peut-être pas décrire ce que sont les lieux, forcément, puisque mon idée était de garder une part de mystère. Et d'ailleurs, dans le livre où ils sont présentés, pour le coup, pour reprendre cette question de légende, j'ai juste donné le nom et l'année de prise de vue, voilà, pour que chacun puisse continuer à imaginer
ce qu'ils souhaitent. Voilà, je laisse un peu plus de liberté aux... Cette série est remarquable, hein, parce que la ruine, là, nous projette dans le futur, quoi. Dans la fiction, dans la science-fiction. Exactement. Elle est le passé du futur, en quelque sorte. Oui, oui, c'est un qu'on pont, attend en un pont général entre les d'une ruine, qu'elle nous renvoie vers le passé, qu'elle témoigne d'un passé disparu. Et là, c'est l'inverse. Et c'est le talent du photographe, quand même, aussi. Oui, il faut reconnaître. On essaye humblement de faire des choses. Oui, justement, c'est intéressant. Et c'est finalement un pont. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est un pont entre deux temporalités. Et je suis un peu au milieu pour faire passer de l'un à l'autre. Et là, vous nous montrez donc que le temps et l'espace sont liés. Oui, exactement. Le temps et l'espace sont liés. Le temps s'est arrêté, ce qui est quand même un lieu commun pour une ruine. Évidemment, le temps s'est arrêté, mais j'aime bien penser qu'on ne sait pas très bien si on regarde en haut, en bas, si on est à l'intérieur de quelque chose, si on est... voilà ce qu'on observe. Le temps et l'espace sont liés, c'est ce que nous dit la physique relativiste, et c'est ce qu'a du mal à penser la philosophie. Oui. Et la ruine nous dit de plus que les choses bougent. Oui, elles ne sont pas fixes. Elles ne sont pas fixes, elles sont en mouvement perpétuel, ouais, tout à fait. La ruine est dynamique. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des intitulés ou des titres de chacune des photos, ou en choisir un ou deux? Oui, peut-être pas celle-ci, mais peut-être celle-ci, non. Je ne suis pas pris en défaut. Hein. Non, voilà, celle-ci dont j'ai oublié le nom, mais qui me plaisait bien pour en parler. Heureusement, j'ai pris quelques notes. Je l'avais appelée diffraction, cette image. Parce qu'en fait, cette porte, cette entrée qu'on a à gauche et qui est très verte, ça a été une surprise pour moi lorsque j'ai développé le négatif, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je travaille qu'en lumière naturelle et je ne m'amuse pas à me balader avec des couleurs ou des spots. Et j'ai été extrêmement surpris par cette lumière verte venant de là. Et donc j'ai dû repenser quelle était l'origine et la raison de cette lumière. Et en fait, à l'extrémité de ce tunnel, il y avait beaucoup d'arbustes, puisque évidemment le lieu était abandonné, qui s'était développé. Et c'était juste finalement le reflet de ces feuilles, ou du moins la lumière qui traversait les feuilles, qui provoquait ce vert. Et ça m'a fait penser un peu à cette espèce de diffraction lumineuse qui malgré même ce que j'avais pu me rendre compte lors de la prise de vue, était présente. Donc voilà, moi-même je me retrouvais à redécouvrir mes propres photos. C'est-à-dire que là, c'est un élément, un détail de l'ensemble de la photographie qui va donner son titre. Oui. C'est métonymique en fait comme type de fonctionnement. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu empirique de ma part. Parfois, comme une œuvre, parfois le titre s'impose à soi parce que ça c'est des rappels personnels pour des des univers qu'on a connus ou des atmosphères, ou parfois effectivement lorsque c'est plus ténu, ça peut être quelque chose de plus personnel qui est vraiment lié à un élément de détail comme celui-là. Et le titre arrive une fois que vous avez pris le cliché photographique, ou vous pouvez avoir une idée de titre avant, ou pas du tout? C'est vraiment un processus visuel qui fait que le titre va émerger après l'image. Il est toujours postérieur, d'accord. Oui, je suis dans la prise de vue. Je suis pas du tout dans ce qui se passe après. Pour moi, c'est vraiment deux temporalités différentes. Vous avez évoqué David Lynch, mais on peut parler de Tarkovsky, de Stoker. Ah, bah oui. Oui, aussi, effectivement. On peut parler de Stanley Kubrick et d'Arthur Clarke et de Stoker dans la série. Oui, c'est un peu cet univers, c'est un peu cette photographie-là, photographie au sens cinématographique du terme. Pour celle-là, c'est valable.
Oui, Stalker de Tarkovsky, enfin que j'ai découvert après en plus, quelque chose qui était passé sous mes radars. Et c'est intéressant parfois de voir qu'on crée des univers, ou du moins qu'on va les chercher, et voilà, ils existent aussi par ailleurs sans qu'on les ait connus. Et c'est une très belle découverte quand on voilà, redécouvre, ou qu'on découvre ça, c'était mon cas. Les anthropologues pourraient évoquer des non-lieux, c'est-à-dire des espaces où l'homme est absolument anonyme, interchangeable. Oui, dans ce cas de figure. Où l'homme n'existe pas. Oui, quoi. tout à fait, oui. Et très petit. À la différence de la série précédente, justement. Là, il n'y en a pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui. Oui. Je pense à Marc Auger en disant cela. Par exemple, si on reprend pour parler d'un titre, là, le titre pour moi faisait référence à quelque chose que j'avais pu lire. Voilà, pour le titre que j'ai pu donner à ça, où voilà, on était sur un espèce d'univers un peu futuriste, et voilà, j'avais pensé à un manga que j'avais lu quand j'étais adolescent, qui justement reprenait un peu pour moi un peu cet univers. Donc ça peut être des fois des choses beaucoup plus simples en termes de titres, beaucoup moins recherchés et plus immédiats. Encore une porte, mais qui est fermée cette fois-ci. Justement, parfois ça peut être intéressant de conserver le spectateur à l'intérieur de l'image et de ne pas lui laisser de porte de sortie. Plusieurs de vos images comme ça, où les portes sont fermées. Sans faire de psychanalyse, ça correspond aussi, je pense, à des périodes de la vie de l'auteur. L'auteur est en colère. Oui, en colère. Je ne sais pas si je suis en colère. Mais non, ou moi-même peut-être. Oui, enfin, on est tous des êtres doués de pensée, donc on traverse des périodes de vie et on exprime chacun. Voilà, j'ai la chance de pouvoir exprimer une part de mes émotions par la photographie, et parfois avec du recul. Oui, je pense que voilà, ça fait une partie de ces choix photographiques. Donc nous, spectateurs, nous devons être attentifs aux petites portes du fond des images, et voilà, exactement. Pour voir si elles sont ouvertes ou fermées. Ah, exactement. Et moi, je suis très très frappée aussi, pour revenir sur ce dont parlait Monique tout à l'heure, sur l'approche formelle vraiment des images, qui est très nette ici, la coexistence d'un espace orthonormé avec des verticales ou des horizontales, et puis des courbes, contre-courbes. Enfin là, il y a vraiment la juxtaposition des deux, oui. Et c'est assez impressionnant. Oui, ben c'est exactement ce type d'univers dont je parlais, qui, à mon sens, moi je suis très habitué maintenant à ces images, donc j'ai du mal à en être surpris, mais à mon sens, voilà, c'est quand même quelque chose qui surprend, après, c'est aussi mon choix de cadrage, de mettre en avant certains, voilà, de me placer dans l'image. J'aurais évidemment pu faire d'autres points de vue, mais voilà, c'est aussi celui que j'ai cherché et qui, pour moi, correspondait le mieux à ce que je souhaitais exprimer. De tout ceci se dégage un sentiment d'étrangeté, mais comme dans les films, dans l'univers des films que nous avons cités, oui. C'est exactement une très légère étrangeté. C'est étrange, mais en même temps, pas inquiétante. Ce sont des espaces que vous avez vus. Oui. Vous y étiez. Ça, oui. C'est quand même la photographie qui nous donne accès à la fois à cette réalité et à une création artistique. Oui, c'est l'intérêt effectivement aussi. Et l'étrangeté se trouve des deux côtés. Ouais.
Oui, photographier, c'est aussi ramener quelque chose pour le présenter aux autres. C'est chouette. Alors vous aimez aussi les clairs-obscurs? Vous aimez oui. Caravage? Oui, c'est forcément on est probablement un peu nourri par la peinture, oui. Ouais. Oui, ces deux images-là jouent là-dessus. Nous ne sommes nulle part, ni dans l'espace, ni dans le temps. Oui, je pense que celle-ci, elle... Ça pourrait être un Vanek contemporain avec un effet d'anamorphose complètement transformé. Je ne dis rien, hein, je dis que je gardais ces lieux mystérieux. Donc. Non, mais c'est intéressant. Ouais, enfin, bon, évidemment, c'est intéressant. Non, mais c'est. Oui, voilà, c'est des espaces. Hein. Bref, j'ai rien. J'essaie de dire. Et alors, ce qui est très frappant, enfin là, en les voyant comme ça, c'est l'impression qu'on a soit de perte de repère, d'un effet de vertige, on ne sait plus si on est en haut ou en bas, ou alors l'effet de cheminement, au contraire, comme si on était aspiré et on avance dans l'image photographique. C'est très frappant, me semble-t-il. Je ne sais pas si ça a été pensé, souhaité, voulu, ou si vous vous en êtes rendu compte une fois que il y a plusieurs étapes, surtout pour ces images-là, où il peut arriver que, étant sur place, je me dis, voilà, je suis pas venu pour faire cette image-là. Je suis venu pour d'autres choses. Et puis, comme je le disais, ce caractère mystérieux, ce caractère tout d'un coup de légère anormalité, un petit peu que je peux voir, légère ou plus prononcée. Donc s'impose à moi, du coup je vais faire l'image, mais parfois il arrive que ça transparaisse pas. Une fois l'image réalisée, revenue à Paris devant l'image. L'image suivante justement est aussi un jeu de perspective intéressant. Et ce qui était chouette dans cette image, c'est que la lumière a fini par découper l'espèce de rectangle qu'on a au fond et qui donne encore, je trouve, un caractère plus abstrait. Donc voilà, c'était la dernière image de cette série, Silencio. Et je vous propose de passer à la dernière série, donc, qui s'appelle Palais oublié, et qui donc reprend une série que j'avais débutée en 2009. Et voilà, les palais, pour le coup, c'est quand même clairement un petit peu plus une recherche de la belle ruine, de la ruine esthétique. A posteriori, j'avais découvert des travaux évidemment classiques dans la peinture qui traitaient un petit peu de ça. Donc c'est un sujet qui est intéressant, mais j'espère l'explorer un peu à ma façon. Voilà. Donc on pourrait dire que dans la première série, nous étions dans le monument. Oui, c'est qui ça, fait exactement. se souvenir, qui fait penser, qui fait réfléchir, et qui a aussi une fonction documentaire. Oui, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Dans la seconde série, nous étions dans la fiction, oui, dans le futur, dans la science-fiction, dans le passé du futur, et que dans la troisième série, nous retournons, si je peux dire, à la belle ruine. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et la belle image, la belle image est présente partout, au moins à la belle ruine. Oui, absolument. C'est exactement ça, je pense. Ouais. Donc nous sommes en Italie ? Oui, alors exactement. Donc nous sommes en Italie. Pour moi, c'est encore une fois, il y a une circonscription géographique qui est importante.
Et puis on est sur des villas, des palais, des petits palais des époques un peu 18 et 19e siècle. Alors vous m'aviez dit que l'une des premières photographies que vous aviez réalisées, étant enfant même je crois, c'était celle du château de Lisigny en Seine-et-Marne. Exactement, oui, ça c'est très ancien, C'est ça, c'est mes tout débuts de photographe. Ce château me fait penser à cette Et maison-là. oui, vous avez raison, il est un petit peu dans... Oui, il était comme ça entouré par une végétation. Oui, Lesigny, c'était peut-être vers 96-97 quand j'ai commencé à photographier. Et déjà, oui, voilà, j'avais déjà... Et déjà la couleur. Déjà la couleur et déjà voilà, des bâtisses qui étaient abandonnées, pour moi, ça a été immédiat. Enfin, c'était évidemment pas prémédité de ma part, mais l'association entre... enfin, pour moi, photographier, ça a été quasiment immédiat de photographier des ruines. J'ai évidemment, comme quelqu'un qui découvre la photo, j'ai expérimenté un petit peu d'autres choses, mais c'était tout de suite ces ruines, ouais. On parlait de peinture classique, on retrouve la peinture dans la ruine. Le lieu est abandonné ici? Alors, oui, parfois il y a des frontières entre... pas vraiment abandonnés, parfois vous avez des bâtiments qui sont fermés, qui sont en attente de réhabilitation. Donc, effectivement, on élargit un petit peu le sens du mot ruine dans ce cas de figure. C'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé. On est peut-être plus proche de lieux délaissés ou de lieux entre deux états. J'avais intitulé une série qui regroupait beaucoup de mes photos. Au début, quand je commençais un petit peu à organiser mes images, je l'avais intitulé « Îlot intemporel ». Et c'est un peu ce dont je m'étais aperçu aussi en visitant ces lieux, c'est qu'il y a parfois comme ça des espèces de capsules temporelles qui se créent, qui sont parallèles un petit peu à tout ce qui... à l'activité humaine qu'on peut retrouver à l'extérieur dans des grandes villes grouillantes, et puis tout d'un coup il y a ces lieux où le temps semble s'être arrêté, et en voilà une. Donc ces palais italiens, ça me permet évidemment de retrouver les couleurs que j'aime tant. Voilà, ces perspectives. Reste à savoir pourquoi les lieux délaissés, les ruines nous font tant rêver. Oui, alors ça c'est... Oui, à la fois ça nous fait rêver, puis à la fois il y a une dimension mélancolique très présente, non, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on fait de cette mélancolie aussi? Oui. Il y a vraiment les deux, c'est ça qui est assez incroyable. Une dimension symbolique. Oui. C'est la vanité humaine, la vanité des œuvres humaines. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose dont j'avais oublié de parler. C'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe, oui, tout à fait. Ouais. La ruine, c'est quelque chose qui se construit malgré nous, qui est inéluctable. Oui. Peut-être pas pour tout le monde, hein, vous pouvez... Non, chacun tout à fait affirmer le contraire, et le vit à sa façon. Pour moi, j'ai pas de mélancolie. Je pense un peu avoir commencé à photographier ce type de bâtiment parce que
on fantasme, on imagine toujours des univers passés révolus et de vieux bâtiments. Je trouve que ce sont des points d'entrée vers un passé qu'on n'a pas connu, peut-être à l'opposé d'un bâtiment qui est entretenu, rénové, régulièrement repeint. Donc je pense que ça a commencé un peu par ça. Et puis aussi photographier un lieu qui, comme ça, n'est pas entretenu, c'est aussi un moment le figer parce qu'il pourrait aussi disparaître. C'est le protéger. Vous voyez, d'une certaine façon, le protéger, l'archiver. Donc je pense que j'étais initialement parti quand j'ai commencé vraiment à photographier de façon de plus en plus importante. J'avais commencé avec ces points d'entrée. C'est aussi rendre les choses réversibles. Si on imagine les ruines futures, voilà, la photographie nous permettra de restaurer les monuments. C'est ce qu'on disait au XIXe siècle. Quand on partait photographier les monuments d'Égypte, la photographie permettait cette réversibilité, quoi. Oui. Alors sur cette photographie, est-ce que la porte du fond est ouverte ou fermée ? Je m'interroge depuis tout à l'heure. Là, elle était doublement fermée. Elle était fermée, ouais, absolument. Mais c'est pas grave parce qu'on nous amène vers la droite, vers d'autres, dans d'autres directions. Celle-ci, elle est amusante parce que c'est un palais, enfin vraiment une grande bâtisse, c'est vraiment grande, qui a fait l'objet d'un début de rénovation. Et en fait, ces rénovations se sont arrêtées et voilà, et le palais est retombé à l'abandon. Donc, je trouve que ça ouvre, ça ouvre encore sur autre chose, c'est-à-dire que... C'est une ruine de ruines. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour les puristes, c'est ceux qui atteignent le second niveau. Et je me posais la question, est-ce qu'il vous arrive de revenir sur des lieux que vous avez déjà photographiés ou c'est quelque chose que vous faites absolument pas ? Au début, je revenais pas du tout. Je sais pas pourquoi. Ça me dérangeait. J'avais le sentiment que mon œil avait plus la même fraîcheur, et du coup, je perdais un peu l'envie de photographier. Mais il m'arrive maintenant de revenir surtout là pour les palais italiens où c'est quand même assez facile de retourner. C'est plus compliqué de retourner au fin fond d'Haïti que de retourner en Italie. Oui, j'y retourne maintenant parce que justement je parlais tout à l'heure de cette émotion lors de la prise de vue et de l'état d'esprit dans lequel on est lors des prises de vue. Et il arrive que qu'on soit dans un autre état d'esprit, 1 an, 2 ans après avoir visité ce bâtiment. À d'autres saisons aussi, évidemment, on n'a pas la même lumière et le soleil ne sort pas au même endroit en février qu'en septembre. Donc, oui, c'est quelque chose que je fais maintenant. Ouais. Je sais pas, oui, c'est vrai, j'avais une espèce de pudeur, comme si je me disais que revenir sur un endroit, c'était accepter qu'on avait loupé peut-être la première photographie. Et donc voilà, je le vis mieux maintenant. Quand vous revenez sur les lieux, est-ce que vous photographiez l'évolution du lieu ou vos changements personnels, votre évolution personnelle ?
Du coup, mon évolution personnelle, parce que souvent, oui, je vais pas refotographier Enfin, en général, si je suis satisfait de l'image que j'ai pu produire la première fois, je la refais pas. Puis ces lieux évoluent par toutes petites touches. Voilà, c'est un peu de peinture qui est tombée, c'est un petit peu d'eau qui est rentrée dans le mur et qui a fait ressortir un peu de verre. Quand il n'y a pas de grands bouleversements, les lieux, justement, me confortent dans l'idée qu'ils sont silencieux et qui sont assez figés. Oui, d'accord. Alors, justement, à propos de silence, est-ce que vous écoutez de la musique quand ça vous arrive d'écouter de la musique quand vous photographiez? Ça m'est arrivé une seule fois, mais en fait, je rentre dans des bâtiments où j'ai pas toujours l'autorisation. Alors, du coup, je suis un peu attentif à tout l'environnement. Et puis aussi, c'est des bâtiments qui sont pas toujours très sûrs par leur structure. Donc je préfère rester assez en alerte. Une poutre qui tombe, quelque chose. Du coup, non, je l'avoue que je suis assez concentré. J'ai fait qu'une seule fois d'écouter de la musique, mais voilà, c'était un lieu qui répondait aux exigences, voilà, je dirais de sécurité pour moi. Donc je l'avais fait, ouais, mais non, je crois que je suis trop concentré là-dessus. Pour cette série, en fait, j'ai mis des anciennes images et puis un peu des nouvelles, justement, pour alterner les choses. Et voilà, c'est la dernière image de la série. On peut peut-être la laisser afficher. C'est un peu du bleu aussi, en plus, un bleu violet. Merci beaucoup. Prosper Mérimée disait que la photographie est plus solide que le monument, et je suis sûre que vos images survivront à tous ces bâtiments et que seront écroulés depuis longtemps, que vos photographies seront toujours là.